Mon mari m'a humilié le jour de notre mariage devant tous ceux que nous aimions, mes parents, ses collègues, des amis d'enfance qui avaient traversé le pays pour être là. Il a levé son verre, m'a souri et a dit, elle devrait être reconnaissante que je l'ai épousée. Pendant une seconde, les gens ont ri, non pas parce que c'était drôle, mais parce qu'ils ne savaient pas quoi faire d'autre. Je me tenais là, dans ma robe blanche, mon bouquet tremblant entre mes mains, entendant les murmures se propager à travers la salle de bal comme une lente fissure sur du verre. Venait-il vraiment de dire ça? Oh mon Dieu, la pauvre Juliette. J'ai senti mes joues brûler, mais pas de honte, de lucidité. Parce qu'à cet instant précis, quelque chose en moi a basculé. Je n'étais pas sous le choc. Je n'avais même pas le cœur brisé. J'étais éveillé. Et au lieu de me recroqueviller comme il s'y attendait, j'ai attrapé le micro. Ce que j'ai dit ensuite a mis fin à mon mariage avant même qu'il ne commence légalement. Le matin de mon mariage ressemblait à un film que j'avais répété 1000 fois dans ma tête. La lumière du soleil traversait les hautes fenêtres de la suite nuptiale du pavillon des Rives de Seine, à Paris, accrochant les doux reflets de ma robe blanche suspendue près du miroir. Ma mère se tenait derrière moi, boutonnant doucement les minuscules boutons de nacre le long de mon dos. « Tu es rayonnante, Juliette, murmura-t-elle, la voix chargée d'émotion. Maxime est un homme chanceux. La chance. Ce mot allait résonner bien différemment plus tard. Mais ce matin-là, j'y croyais. Je croyais que nous étions tous les deux chanceux. Maxime Laurent était un homme d'affaires accompli, respecté, ambitieux. Un consultant financier qui semblait toujours avoir 5 coups d'avance sur tout le monde. Il parlait avec certitude, bougeait avec assurance, et quand il me regardait en public, j'avais l'impression d'avoir gagné un prix. Ou peut-être d'avoir été l'élu. Nous nous étions rencontrés 3 ans plus tôt lors d'un gala de charité dans le Marais. Je travaillais pour une clinique juridique d'aide juridictionnelle, et il était là pour faire du réseau avec des clients. Il m'a proposé de m'offrir un verre et m'a dit « Vous n'avez pas l'air de quelqu'un qui a besoin d'être sauvé, mais vous avez l'air de quelqu'un qui mérite du champagne. » C'était fluide, élégant, répété. Je ne l'ai pas remarqué. Ce que j'ai remarqué, c'est la façon dont il se souvenait des détails me concernant, comment il faisait livrer des fleurs à mon cabinet après notre 2e rendez-vous, comment il disait à ses amis « Elle est brillante. » Je ne suis jamais sorti avec quelqu'un d'aussi intelligent. Au début, il me faisait me sentir exceptionnel. Puis, lentement, discrètement, il a commencé à me corriger. « Juliette, tu parles trop vite quand tu es nerveuse. Baisse un peu d'un ton quand on est avec mes clients. Cette robe est magnifique, mais elle attire trop l'attention. Tu n'as pas besoin d'en faire autant. » Chaque commentaire était enveloppé de sollicitude, livré avec le sourire. « Je veux juste le meilleur pour toi. » Et je le croyais. Quand il m'a demandé en mariage sur l'île de Ré à la fin de l'été, au coucher du soleil, la bague cachée dans un coquillage, un photographe par hasard à proximité, j'ai pleuré. Pas parce que j'étais surprise, mais parce que je pensais que c'était la suite logique. Il avait commencé à parler de notre avenir comme d'un business plan, notre maison, notre cercle social, notre réputation. Même notre mariage était devenu une déclaration. Il faut que ça reflète qui nous sommes, avait-il insisté. Élégant, impressionnant. Quand j'ai suggéré une cérémonie plus petite, quelque chose d'intime avec notre famille proche et nos amis, il a ri doucement. Juliette, ce n'est pas qu'une question de sentiment. C'est une question de positionnement. Positionnement? J'aurais dû m'arrêter là, mais à la place, je me suis adapté. J'ai accepté le grand domaine, la liste d'invités rallongée, les collègues que je connaissais à peine, la famille éloignée qui semblait plus impressionnée par le titre de Maxime que par notre relation. Je me suis dit que le compromis était une preuve de maturité. La veille du mariage, je me souviens d'être assise au bord du lit dans la maison de mes parents à Saint-Cloud, fixant mon téléphone. Maxime m'avait envoyé un SMS, le grand jour est demain. Ne me fais pas une crise de panique. Suivi d'un clin d'œil. J'ai répondu, pourquoi j'en ferais une? Il a répliqué, juste pour m'assurer que tu sais la chance que tu as. J'avais ri en le lisant. Je pensais qu'il était taquin. Je ne savais pas que c'était un avant-goût. Ce matin-là, debout devant le miroir pendant que Chloé ajustait mon voile, elle a demandé doucement, « Tu es heureuse ?» Je n'ai pas hésité. Oui. Et à cet instant, je le pensais.
Parce que je n'avais pas encore compris la différence entre être aimé et être dirigé. Si je suis honnête, l'humiliation à la réception n'est pas sortie de nulle part. Elle a juste été plus bruyante que d'habitude. Il y avait toujours eu de petits moments assez discrets pour être ignorés, assez subtils pour être excusés. Environ 6 mois après nos fiançailles, nous étions à un dîner chez l'un des associés de Maxime, dans un hôtel particulier à Neuilly-sur-Seine. La conversation a dévié sur les investissements, l'immobilier, les portefeuilles boursiers. J'ai mentionné un dossier de logement pro bono sur lequel je travaillais, une mère célibataire menacée d'expulsion à cause des pratiques illégales de son propriétaire. Maxime a souri, a posé sa main dans mon dos et a dit d'un ton léger, « Le cœur de Juliette est bien plus grand que son sens des affaires. » La table a ri poliment. J'ai forcé un sourire. Sur le chemin du retour, j'ai demandé, « Pourquoi as-tu dit ça ?» Il a gardé les yeux sur la route. Parce que c'est vrai. Je suis avocate, Maxime. Je comprends les contrats. Je sais, a-t-il répondu calmement. Mais tu te laisses guider par tes émotions. C'est charmant, mais ce n'est pas stratégique. Charmante, mais pas stratégique. Il avait cette façon de me rabaisser qui ressemblait presque à un compliment. Avec le temps, j'ai commencé à me s'autocensurer en public, à parler moins, à sourire plus, à observer ses réactions avant de finir une phrase. L'organisation du mariage n'a fait qu'amplifier cela. Quand j'ai choisi un trio de jazz pour le cocktail, il a froncé les sourcils. Le jazz fait désordonner. Peut-être quelque chose de plus raffiné. Quand j'ai choisi des marque-places écrits à la main, il a dit, l'imprimé ferait plus professionnel. Quand j'ai demandé si nous pouvions inclure un petit discours sur le partenariat dans nos vœux, il a fait une pause et a dit, je m'occupe des vœux. Fais-moi confiance. Fais-moi confiance. Quelque part en chemin, la confiance s'était transformée en obéissance. 2 semaines avant le mariage, nous nous sommes disputés à propos du plan de table. Je ne veux pas que tes associés seniors soient assis à côté de ma colocataire d'université, lui ai-je dit. Ils n'ont rien en commun. Maxime a expiré lentement, comme si je l'épuisais. C'est pour ça que c'est moi qui gère ce genre de choses. Je ne suis pas une enfant, ai-je répondu doucement. Non, a-t-il dit. Mais tu ne penses pas sur le long terme comme je le fais. Cette nuit-là, je suis resté éveillé à fixer le plafond, me demandant à quel moment planifier notre avenir avait commencé à ressembler à s'y soumettre. Pourtant, chaque doute était suivi de réconfort. Il m'embrassait sur le front et disait, « Tu réfléchis trop, encore une fois. » Il m'envoyait un texte adorable le lendemain matin. « J'ai hâte de t'appeler ma femme. » Et je m'adoucissais. Parce que l'alternative, admettre que quelque chose n'allait pas, était terrifiante. La semaine du mariage, j'ai retrouvé Chloé pour prendre un café. Elle a remué lentement son latte et m'a demandé, « Tu es sûr de toi avec lui ?» J'ai ri sur la défensive. Bien sûr que oui. Elle a penché la tête. Il te parle parfois avec condescendance. Il est juste direct. Juliette, a-t-elle dit doucement. Il y a une différence entre être direct et être méprisant. J'ai balayé sa remarque. C'est juste le stress. Les mariages font ressortir des comportements bizarres chez les gens. Mais plus tard ce soir-là, alors que Maxime passait en revue le planning final comme s'il s'agissait de l'ordre du jour d'un conseil d'administration, je me suis surprise à hésiter avant de parler. Est-ce que tu penses parfois, ai-je demandé prudemment, que nous devrions peut-être moins chercher à impressionner les gens et nous concentrer davantage sur nous? Il a levé les yeux de son ordinateur. C'est exactement ce que je fais. Non, ai-je dit doucement. J'ai l'impression que nous mettons en scène quelque chose. Il a fermé lentement son ordinateur. Ce mariage reflète mes standards, Juliette. Et tu bénéficies de ces standards. Bénéficier. Le mot était de nouveau là. Comme si le fait d'être choisi par lui était une promotion sociale. Comme si ma valeur augmentait parce qu'il m'approuvait. J'aurais dû le reconnaître à ce moment-là, le déséquilibre. L'amour ne devrait pas ressembler à une promotion, mais je me suis dit que j'étais dramatique. Après tout, dans 3 jours, j'allais remonter l'allée. Nos familles avaient fait le déplacement, les acomptes étaient payés, les invitations envoyées, les attentes créées. Faire marche arrière semblait impossible. Alors, à la place, je me suis ajusté. J'ai lissé les contours de mon malaise.
Je me suis convaincu que l'assurance ressemblait parfois à de la domination, et je suis entré dans le jour de mon mariage déterminé à prouver que j'étais reconnaissante. Je n'avais pas réalisé qu'il n'attendait que ça pour me rappeler que je devais l'être. La cérémonie en elle-même fut parfaite. C'est cette partie qui semble encore surréaliste. Le quatuor à cordes jouait doucement pendant que je remontais l'allée. Le bras de mon père était ferme sous ma main. Maxime se tenait à l'autel dans un smoking noir sur mesure, la posture droite, l'expression maîtrisée, comme s'il s'apprêtait à signer un contrat. Quand il m'a vu, il a souri. Pas chaleureusement, fièrement. Comme si la salle entière devait admirer son acquisition. J'ai ignoré l'étincelle de gêne et je me suis concentré sur les vœux. Je promets de diriger, de subvenir, de protéger, a-t-il dit, la voix fluide et assurée. Je promets de bâtir une vie digne d'admiration. L'admiration, pas le partenariat. Quand ce fut mon tour, j'ai parlé d'égalité, de construire quelque chose côte à côte. Il a serré ma main un peu trop fort quand j'ai prononcé le mot égalité, mais tout le monde a applaudi. Nous nous sommes embrassés, les flashs ont crépité, le champagne a coulé. L'espace d'un instant, je me suis permis de croire que tout irait bien. Peut-être avais-je imaginé cette tension. Peut-être que Chloé avait tort. Peut-être que j'avais trop réfléchi. La réception a commencé dans la grande salle de bal, étincelante sous les lustres en cristal. Des roses blanches garnissaient les tables. La lueur des bougies se reflétait dans les hautes fenêtres surplombant la scène. 200 invités remplissaient la pièce de rire et de tintements de verre. J'ai été présenté comme Madame Laurent. Ce titre m'a semblé plus lourd que prévu. Le dîner s'est passé sans incident. Des compliments, des étreintes, des photos interminables. Maxime a fait le tour des tables avec une aisance naturelle, serrant des mains, me présentant comme sa brillante épouse. Je me suis presque détendu. Puis sont venus les discours. Mon père a parlé en premier. Sa voix s'est brisée alors qu'il me décrivait comme déterminée, compatissante, têtue dans le bon sens du terme. Chloé a suivi, racontant comment j'étais resté éveillé toute la nuit pour l'aider à réviser l'examen du barreau. Les gens ont ri, applaudi, essuyé des larmes. Puis Maxime s'est levé. Il a tapoté légèrement son verre avec une fourchette. La salle est devenue silencieuse. Il avait ce regard, celui qu'il utilisait avant de lancer une remarque habile lors d'un dîner d'affaires. D'abord, il a commencé en douceur. Merci à tous d'être ici pour être les témoins de cette étape. Une étape. Pas une célébration. Juliette et moi avons eu un parcours intéressant, a-t-il poursuivi. Quand nous nous sommes rencontrés, je n'étais pas sûr d'être prêt à me poser. Un murmure de rire poli. Mais elle a été persévérante. Plus de rire. J'ai senti mon sourire se figer. Elle est passionnée, a-t-il ajouté en me jetant un coup d'œil. Parfois un peu trop passionnée. Quelques invités ont gloussé avec incertitude. Je me suis dit qu'il plaisantait. Elle a de grandes idées, a-t-il continué. Le droit des associations. La justice sociale. Très noble. Très noble. Le ton n'était pas à l'admiration. C'était de la condescendance. Comme si j'étais un passe-temps. Et j'ai toujours dit, a-t-il poursuivi en levant sa coupe de champagne, que si jamais je me mariais, ce serait avec quelqu'un qui comprendrait à quel point elle a de la chance. La pièce s'est figée. Il m'a regardé droit dans les yeux, puis a balayé la foule du regard. Juliette, a-t-il dit en souriant avec une chaleur théâtrale, devrait être reconnaissante que je l'ai épousée. C'était là, clair, tranchant, délibéré. Quelques personnes ont ri, des éclats rapides et maladroits. D'autres se sont figés. J'ai entendu quelqu'un murmurer derrière moi, est-ce qu'il vient vraiment de dire ça? Mes joues ont brûlé. Mes mains étaient glacées. J'ai scruté son visage à la recherche d'un signe, d'un clin d'œil, d'un indice montrant que c'était de la satire. Il n'y en avait aucun. Il le pensait vraiment. Il croyait m'avoir élevé, que m'épouser avait été un acte de charité. Mon esprit a repassé en revue 3 années de commentaires, de corrections, de rabaissements subtils. Charmante, mais pas stratégique. Émotive, pas logique. Chanceuse. Il ne plaisantait pas. Il affirmait son pouvoir devant tout le monde. Et ce qui m'a fait le plus mal, ce n'est pas l'insulte. C'était l'attente.
Il s'attendait à ce que je rie, que je rougisse, que je l'accepte comme une plaisanterie, que je me fasse toute petite. La salle de bal m'a paru soudain plus étroite, l'air plus lourd. 200 regards faisaient des allers-retours entre nous. Maxime a pris une gorgée de champagne, visiblement très satisfait de lui-même. À ma mariée, a-t-il conclu. Puisse-t-elle toujours se rappeler la chance qu'elle a. Des applaudissements parsemés. Je me tenais là, dans ma robe blanche, le bouquet tremblant légèrement dans ma main, et soudain tout est devenu très clair. Ce n'était pas le stress. Ce n'était pas de l'humour. C'était ce qu'il était. Et si je riais maintenant, si je laissais passer ça, je rirais de moi-même pour le reste de ma vie. Les battements de mon cœur ont ralenti, non pas par peur, mais par certitude. Il a tendu le micro vers le DJ, prêt à se rasseoir. Mais avant qu'il ne puisse se détourner, je me suis avancé. Maxime, ai-je dit calmement, en tendant la main vers le micro. Il a cligné des yeux, surpris. Oui. Puis-je dire un mot? La salle a retenu son souffle. Il a hésité, puis a forcé un sourire confiant et me l'a tendu. Il pensait que j'allais le remercier. Il pensait que j'allais rassurer tout le monde. Il pensait que j'allais lui donner raison. Au lieu de cela, je me suis tourné vers la foulée, pour la première fois de la journée, j'ai cessé d'être reconnaissante. Le micro m'a semblé plus lourd qu'il n'aurait dû. 200 personnes m'observaient, attendant de voir si j'allais transformer son insulte en blague, l'adoucir, la rendre charmante. Maxime se tenait à côté de moi, sa main pressant légèrement le bas de mon dos, un avertissement silencieux, joue le jeu, souris, sois conciliante. J'ai levé le micro. Merci à tous d'être ici ce soir, ai-je commencé, la voix assurée malgré la tempête qui grondait en moi. Je sais que vous êtes venus célébrer l'amour. Quelques invités ont hoché la tête, visiblement soulagés de m'entendre si calme. Je veux juste clarifier quelque chose. Les doigts de Maxime se sont légèrement resserrés sur ma robe. Juliette, a-t-il murmuré du bout des lèvres, tout en gardant son sourire de façade. Ne sois pas dramatique. Je l'ai ignoré. Je ne suis pas reconnaissante que Maxime m'ait épousée. Le silence fut immédiat et absolu. Quelqu'un a fait tomber une fourchette. Des halètements ont parcouru la salle de bal comme un envol d'oiseaux effrayés. Maxime a laissé échapper un petit rire forcé et tendu. Elle plaisante, a-t-il lancé précipitamment. Je me suis tourné vers lui. Non, ai-je dit doucement. Je ne plaisante pas. J'ai de nouveau fait face aux invités. Je croyais que le mariage était une question de respect, d'égalité, qu'il s'agissait de se tenir aux côtés de quelqu'un, et non en dessous. Ma mère a couvert sa bouche de ses mains. Mon père s'est légèrement levé de sa chaise, confus mais très attentif. Pendant 3 ans, ai-je continué, j'ai cru que la franchise était une preuve d'amour. J'ai cru que les critiques étaient une forme d'attention. J'ai cru que me faire toute petite, c'était ça, le compromis. La mâchoire de Maxime s'est crispée. Ce n'est pas le moment, a-t-il chuchoté sèchement. C'est exactement le moment, ai-je répondu. J'ai regardé à travers la pièce, croisant le regard des collègues qui avaient ri, des amis qui fixaient maintenant le sol. J'ai passé des années à me convaincre que l'humiliation subtile, c'était de l'humour, qu'être corrigé en public, c'était de la sophistication, qu'être sans cesse rappelé de la chance que j'avais signifié que je devais faire plus d'efforts. Un murmure a traversé la foule. Maxime s'est rapproché, baissant la voix. Arrête. Tu nous mets dans l'embarras. J'ai soutenu son regard calmement. Non, ai-je dit. C'est toi qui as fait ça. Les mots sont restés suspendus en l'air. Il a tenté de reprendre le contrôle. Juliette est émotive, a-t-il annoncé d'un ton léger à la salle. C'est le grand jour. Beaucoup de pression. J'ai légèrement penché la tête. Je ne suis pas émotive, ai-je dit clairement. Je suis lucide. La nuance a fait mouche. Puis, j'ai tendu la main vers la petite table près de la cabine du DJ. Le dossier du registre d'état civil s'y trouvait. Le document officiel attendant nos signatures pour valider définitivement le mariage. Je n'avais encore rien signé. En France, le document nécessite les 2 signatures pour être juridiquement contraignant. Je l'ai pris. L'assurance de Maxime a vacillé. Juliette, a-t-il mis en garde doucement. Ne fais pas ça.
J'ai ouvert le dossier et brandi le document non signé. Pour ceux qui l'ignorent, ai-je déclaré d'une voix égale, une cérémonie est symbolique. L'engagement légal nécessite des signatures. J'ai fait une pause. Ma signature n'est pas sur ce papier. Une vague de stupeur a traversé la salle. La mère de Maxime s'est levée brusquement. Comment ça, il n'est pas signé? Ce que je veux dire, ai-je poursuivi, c'est que cette cérémonie a peut-être eu lieu, mais légalement, je suis toujours Juliette Dupont. Les lustres au-dessus de nous semblaient soudain insupportablement brillants. Le visage de Maxime s'est vidé de ses couleurs. Tu es irrationnel, a-t-il lâché entre ses dents. Je l'ai regardé fixement. Non, ai-je dit. Je choisis de ne pas entrer dans un contrat où l'on attend de moi que je sois reconnaissante d'obtenir un respect basique. La salle ne murmurait plus. Elle écoutait. Chaque mot. Chaque respiration. Et pour la première fois en 3 ans, Maxime n'avait plus de scénario à suivre. J'ai délicatement replacé le document non signé dans le dossier. Je ne commencerai pas mon mariage en m'excusant d'exister, ai-je déclaré. Le silence. Épais. Électrique. Puis j'ai légèrement baissé le micro, mais je n'avais pas encore terminé. Loin de là. Le silence ne semblait plus fragile. Il semblait puissant. Le sourire de Maxime avait complètement disparu. Le vernis parfait, la confiance charmante du cadre supérieur, tout cela se fissurait en direct. Juliette, a-t-il dit à travers les dents serrées, essayant toujours de garder la voix assez basse pour que je sois la seule à l'entendre. Tu fais une erreur. J'ai de nouveau levé le micro. Non, ai-je dit calmement, assez fort pour toute la salle de bal. L'erreur serait de faire semblant de n'avoir pas entendu ce que je viens d'entendre. Une onde de murmures a traversé les invités. Je me suis tourné lentement, observant la pièce. Mon futur mari vient de dire que je devrais être reconnaissante qu'il m'épouse, ai-je poursuivi. Prenons le temps d'assimiler ça une seconde. Personne n'a ri cette fois. J'ai passé des années à croire que l'amour signifiait s'adapter, être plus silencieuse, être plus conciliante, être moins ambitieuse pour que quelqu'un d'autre puisse se sentir plus grand. Maxime m'a interrompu sèchement. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Alors, explique-le, ai-je répondu, me tournant face à lui. Le défi l'a pris au dépourvu. Il a ouvert la bouche, puis l'a refermée. Ce n'est pas une question de sémantique, ai-je continué. C'est une question de schéma répété. J'ai regardé de nouveau la foule. Il y a eu les commentaires lors des dîners, les petites remarques devant les amis, les blagues qui n'en étaient pas. J'ai vu Chloé hocher doucement la tête depuis sa table. Ne sois pas si susceptible. Tu as de la chance que je t'ai choisi. Je vaux mieux que ça. Chaque phrase résonnait. Le visage de Maxime était cramoisi maintenant. Tu déformes les choses, a-t-il dit, plus fort qu'avant. Vraiment, ai-je demandé doucement. Mon père s'est levé complètement cette fois. Maxime, a-t-il dit d'une voix posée, que voulais-tu dire par ton commentaire? L'atmosphère s'est tendue. Maxime a ri nerveusement. C'était de l'humour. Tout le monde a ri. Non, a dit Chloé de l'autre bout de la pièce. Personne n'a ri. Quelques invités ont murmuré leur approbation. La dynamique du pouvoir était visiblement en train de s'inverser. Maxime a essayé de reprendre la parole. Juliette a tendance à dramatiser les choses, a-t-il dit de sa voix de velours, s'adressant de nouveau à l'assemblée. Elle est passionnée. C'est l'une de ses qualités. Des qualités. Comme si j'étais la description d'un produit. Je n'ai pas tressailli. Je ne dramatise pas, ai-je dit. Je fixe une limite. Ce mot a tout changé. Limite. Ce n'était pas émotionnel. Ce n'était pas chaotique. C'était délibéré. Je me suis légèrement éloigné de lui. Je n'entrerai pas dans un mariage où le respect est conditionnel, ai-je poursuivi, où la gratitude est exigée en échange d'être traité comme une égale. La voix de Maxime s'est durcie. Alors tu vas tout gâcher, comme ça, devant tout le monde? Oui, ai-je dit simplement. Une inspiration collective a parcouru la salle de bal. Tu m'humilies, a-t-il lâché sèchement. L'ironie était presque insoutenable. Je refuse d'être humilié, ai-je corrigé doucement. Ses mains tremblaient légèrement le long de son corps. Pas de façon violente,
mais instable. Le masque glissait. Tu réagis de manière excessive, a-t-il insisté. Tu réagis toujours de manière excessive. Je l'ai regardé attentivement. Non, ai-je dit. J'ai sous-réagi pendant des années. C'est cela qui a frappé le plus fort. Sa mère s'est affaissée dans sa chaise. Son père a baissé les yeux vers son assiette. Le monde soigneusement organisé de Maxime, ses collègues, son image, son récit. Tout s'effondrait, et il n'avait personne d'autre à blâmer que lui-même. J'ai pris une lente inspiration. Je ne te déteste pas, ai-je dit, la voix plus douce maintenant, mais je ne bâtirai pas une vie où l'on attend de moi que je me sente plus petite pour que tu puisses te sentir plus grand. Il m'a regardé comme si j'étais une étrangère. Peut-être que je l'étais. J'ai délicatement retiré ma bague de fiançailles. Le diamant a capté la lumière du lustre l'espace d'une brève seconde. Je l'ai posé sur la table, à côté du document d'état civil non signé. Des halètements. Quelques applaudissements discrets, hésitants d'abord, puis plus nourris. Pas des acclamations, mais du soutien. Je me suis tourné vers les invités une dernière fois. Je suis désolé pour la confusion, ai-je dit. Le dîner est payé. S'il vous plaît, restez. Célébrez l'amour. Assurez-vous juste qu'il soit mutuel. Et sur ce, j'ai rendu le micro au DJ, complètement stupéfait. Maxime a attrapé mon bras légèrement, sans brutalité, mais avec urgence. Juliette, attends. On peut arranger ça. J'ai croisé son regard calmement. Il n'y a rien à arranger, ai-je dit. Il y a juste quelque chose à apprendre. Et sur ce, je suis descendu de l'estrade. Chaque pas me semblait surréaliste. Les violons avaient cessé de jouer. Les lustres semblaient trop brillants. La pièce bourdonnait de conversations à voix basse et abasourdie. En passant près des tables, j'ai entendu des chuchotements. Elle a raison. Ça a demandé du courage. Je n'arrive pas à croire qu'il ait dit ça. Chloé s'est levée et m'a serré la main à mon passage. Je suis fière de toi, a-t-elle murmuré. Mon père m'a rejointe près des portes de la salle. Tu es sûr, a-t-il demandé doucement. J'ai hoché la tête. Pour la première fois depuis longtemps, derrière moi, Maxime se tenait seul sous les lustres, entouré d'invités, et pourtant complètement isolé. L'image de contrôle qu'il avait construite avec tant de soin s'était brisée, non pas parce que je l'avais attaqué, mais parce que j'avais cessé de le protéger. Et alors que les portes du grand salon s'ouvraient sur l'air frais de la nuit parisienne, j'ai réalisé quelque chose de puissant. Partir n'était pas une scène dramatique. C'était de la dignité. Et parfois, la dignité fait plus de bruit que n'importe quel discours. L'air à la sortie du pavillon des rives de Seine m'a semblé plus froid qu'il n'aurait dû en cette fin de printemps. Ou peut-être que c'était simplement le choc qui me rattrapait. Les lumières de la ville scintillaient sur la Seine, indifférentes au fait que mon mariage venait de se dissoudre derrière moi. Mes talons claquaient doucement sur les marches de pierre alors que je descendais, toujours dans ma robe blanche, mon voile traînant derrière moi comme le fantôme d'une vie que j'avais failli accepter de vivre. Mon père m'a suivi. Il ne m'a pas pressé. Il ne m'a pas posé d'autres questions. Il a simplement marché à mes côtés. « Tu veux rentrer à la maison ?» a-t-il demandé gentiment. La maison. Ce mot prenait soudain un autre sens. Oui, ai-je dit doucement. Mais pas l'appartement. L'appartement que Maxime et moi avions choisi ensemble dans le Marais me paraissait soudain étranger, comme le décor d'une histoire à laquelle je n'appartenais plus. Nous avons pris la voiture pour aller chez mes parents, à Saint-Cloud. J'ai regardé la ville défiler par la fenêtre. Mon reflet était faible dans la vitre. Je m'attendais à pleurer. Les larmes ne sont pas venues. À la place, il y avait un calme inconnu, une grande lucidité. Mon téléphone a vibré avant même que nous nous garions dans l'allée. Maxime. Un appel manqué. Puis deux. Puis un texto. Tu m'as mis dans l'embarras. Il faut qu'on parle immédiatement. J'ai fixé l'écran. Je l'avais mis dans l'embarras? J'ai tapé lentement. Je ne t'ai pas mis dans l'embarras. J'ai réagi à tes propos. La bulle de frappe est apparue instantanément. Tu as surréagi. C'était une blague. Tu as tout gâché. Et voilà. Pas nous avons tout gâché. Pas réglons ça. Tu.
Je n'ai pas répondu. À la place, j'ai posé mon téléphone face contre la cuisse. À l'intérieur de la maison de mes parents, ma mère m'attendait. Ses yeux étaient rouges, mais sa posture était droite. « Tu es en sécurité ?» a-t-elle demandé en premier. « Pas, tu es sûr ? » Pas, que s'est-il passé ? En sécurité. Oui, ai-je répondu. Elle m'a serré dans ses bras, faisant attention à ne pas froisser le tissu de la robe. Je suis fière de toi, a-t-elle murmuré. Ces mots ont dénoué quelque chose en moi. Ce n'était pas du regret. C'était du soulagement. À l'étage, dans ma chambre d'enfant, j'ai enfin retiré la robe. Le tissu blanc est tombé à mes pieds. Plus aucun symbole, juste du tissu. Je me suis regardé dans le miroir. Pas de voile. Pas de bague. Pas de mari. Juste moi. Pour la première fois depuis des années, je ne me sentais plus géré. Je me sentais autonome. Mon téléphone a vibré à nouveau, un message plus long cette fois. Tu m'as fait paraître faible. Mes collègues étaient là. As-tu la moindre idée de ce que tu as fait à ma réputation ? Je l'ai lu 2 fois. Il ne demandait pas comment j'allais. Il ne s'excusait pas. Il évaluait les dégâts. C'est à ce moment-là que j'ai tout compris. Il n'était pas blessé. Il était démasqué. J'ai ouvert mon ordinateur et j'ai fait quelque chose d'instinctif, un réflexe forgé par des années de pratique juridique. J'ai tout documenté. Capture d'écran des messages, horodatage, un compte-rendu écrit des événements alors qu'ils étaient encore frais. Non pas parce que je m'attendais à de la violence, mais parce que la vérité mérite de laisser des traces. Maxime a rappelé. J'ai décroché cette fois. Juliette, a-t-il commencé immédiatement, la voix tendue. Nous devons contrôler le récit de cette histoire. Contrôler ? Il n'y a pas de récit, ai-je répondu calmement. Il y a tes propres mots. Tu m'as pris par surprise. Tu m'as humilié. J'ai corrigé le tir, ai-je répondu. C'était une blague. Alors pourquoi n'as-tu pas ri ? Silence. Tu es dramatique, a-t-il fini par dire. Non, ai-je répondu. Je suis catégorique. Son ton a changé, devenant plus doux, presque persuasif. On peut arranger ça. Je ferai des excuses publiques. On dira que c'était sous le coup de l'émotion. Maxime, ai-je dit doucement, tu ne m'as pas épousé pour m'aimer. C'est ridicule. Tu m'as épousé pour me diriger. Le silence au bout du fil s'est étiré, long et pesant. C'est injuste, a-t-il marmonné. Vraiment, ai-je demandé doucement. Il n'a pas répondu. À la place, il a tenté une dernière tactique. Tu vas regretter ça, a-t-il dit. De partir comme ça. J'ai pris une grande inspiration. J'aurais encore plus regretté de rester, ai-je répondu. Puis j'ai raccroché. Pas de cris, pas de chaos, juste de la clarté. 1 heure plus tard, Chloé est arrivée avec des sushis à emporter et une bouteille d'eau pétillante. Elle s'est assise en tailleur sur le sol de ma chambre. Je n'arrive pas à croire que tu aies fait ça, a-t-elle dit, les yeux écarquillés. Moi non plus, ai-je admis. Tu as peur ? J'y ai réfléchi. Non, ai-je dit lentement. Je suis libre. Le lendemain matin, les réseaux sociaux avaient déjà commencé leur murmure silencieux. Des photos de la cérémonie, des visages souriants, des légendes comme magnifique couple ou mariage de contes de fées. Mais il y avait aussi des chuchotements, des messages d'invités. Tu vas bien ? Tu as été courageuse. Il n'aurait pas dû dire ça. L'après-midi, Maxime n'avait rien posté. Un silence radio de son côté. Un silence stratégique. Mais je le connaissais assez bien pour comprendre qu'il était en train d'évaluer les dégâts. Et pour la première fois, je ne me souciais pas de gérer sa réaction. Je gérais mon avenir. J'ai rencontré une consoeur la semaine suivante pour confirmer ce que je savais déjà. Sans ma signature, l'enregistrement du mariage était invalide. Légalement, j'étais célibataire. Légalement, j'étais protégé. Émotionnellement, cela prendrait du temps. Mais la protection, la vraie, avait déjà commencé. En quittant le tribunal cet après-midi-là, le soleil a frappé mon visage d'une manière qui m'a semblé presque symbolique.
Je n'étais pas seulement sorti d'une salle de bal. J'étais sorti d'un schéma destructeur. Et les schémas, une fois brisés, se reconstruisent rarement de la même façon. Maxime a envoyé un dernier message cette semaine-là. Ce n'est pas terminé. Je l'ai lu avec calme. Ce n'était pas une menace. C'était le reflet de quelqu'un qui avait perdu le contrôle. Je n'ai pas répondu parce que pour moi, c'était bel et bien terminé. Pas dans le chaos, pas dans la destruction, mais avec dignité. Et la dignité ne demande pas de permission. La première semaine après ce mariage qui n'en fut pas un a été étrangement calme. Pas de confrontation dramatique. Pas de coup tapé à la porte en pleine nuit. Pas de scène en public. Juste le silence. Et dans ce silence, la réalité s'est installée. Maxime ne s'est pas présenté chez mes parents. Il n'a rien tenté d'imprudent. À la place, il a fait ce qu'il faisait de mieux. Il a géré la perception des autres. 3 jours après le mariage, j'ai appris par un ami commun que Maxime avait commencé à dire aux gens que j'avais eu une crise de panique. Elle subit beaucoup de stress, disait-il apparemment. Elle a surréagi à une blague inoffensive. Inoffensive. J'aurais dû m'y attendre. Quand quelqu'un perd le contrôle sur vous, il essaie souvent de contrôler l'histoire. Mais cette fois, je ne me suis pas écrasé. Quand Chloé m'a raconté ce qu'il disait, elle avait l'air furieuse. « Tu veux que je rectifie la vérité auprès des gens ?» a-t-elle demandé. J'y ai réfléchi. Non, ai-je dit calmement. Les personnes qui comptent étaient dans la pièce, et ils ont tout vu. À la fin de cette semaine, les messages ont continué d'arriver au compte-gouttes, pas des messages dramatiques, juste des validations discrètes. D'un de ses collègues, ce qu'il a dit était inapproprié. Je suis désolé que vous ayez eu à vivre ça. D'un vieil ami de la famille, tu as fait preuve de plus de sang-froid que la plupart des gens. Même de la part de son cousin, qui a simplement écrit « Je te respecte ». Le respect. Ce mot avait plus de poids maintenant que n'importe quel vœu de mariage. Maxime a essayé d'appeler 2 fois de plus. Je n'ai pas répondu. Puis est arrivé un email, formel, soigneusement rédigé. Juliette, je crois que nous avons tous les deux mal géré la situation. Je suis prêt à publier un éclaircissement public si tu es ouverte à une discussion privée pour voir comment avancer. Avancer, comme si nous discutions d'une fusion d'entreprises. J'ai transféré l'email à ma consoeur, celle qui m'avait confirmé le statut juridique du document non signé. Suis-je tenu de répondre, lui ai-je demandé. Elle a secoué la tête. Aucune obligation légale, et aucune obligation émotionnelle non plus. Cette distinction était cruciale. J'ai répondu par une seule phrase. Merci de ne plus me contacter. Il n'a plus répondu après ça, mais les conséquences se sont déployées silencieusement autour de lui. 2 semaines plus tard, Chloé m'a appelé avec des nouvelles qu'elle tenait d'un ami dans la finance. Apparemment, ce discours n'est pas très bien passé au sein de son cabinet, m'a-t-elle dit. Comment ça? Eh bien, a-t-elle poursuivi prudemment, quelques clients étaient présents. L'un d'eux a dit à un associé que c'était préoccupant. Préoccupant. L'humiliation publique n'est pas seulement personnelle, elle reflète le caractère de quelqu'un. Et le caractère compte dans les affaires. Maxime avait construit son identité autour du contrôle, de la précision, de la réputation. Maintenant, il y avait une faille dans cette image. Je ne m'en réjouissais pas, mais je ne le plaignais pas non plus. Pendant ce temps, j'ai commencé à récupérer des morceaux de moi-même que je n'avais pas réalisé avoir cédés. J'ai repris contact avec un ancien mentor de la faculté de droit. Je me suis inscrite pour intervenir lors d'une conférence juridique sur la plaidoirie dans les affaires émotionnellement complexes. J'ai emménagé dans mon propre appartement, pas celui que Maxime et moi avions choisi, mais un endroit plus petit dans le quartier du Marais, que j'ai choisi sans consulter personne. La première nuit où j'y ai dormi, seul, le silence m'a semblé différent, pas solitaire, mais paisible. Un après-midi, environ 1 mois après le mariage, je suis tombé sur Maxime par hasard. C'était dans un café sur le boulevard Haussmann. J'étais en train de réviser des dossiers quand j'ai senti que quelqu'un se tenait près de ma table. Juliette. Sa voix était mesurée, contrôlée, mais moins assurée qu'avant. J'ai levé les yeux. Il était impeccable, comme toujours. Costume sur mesure, posture parfaite, mais il y avait quelque chose de troublé dans son regard.
Pouvons-nous parler, a-t-il demandé. J'ai fermé mon dossier calmement. Il n'y a plus rien à discuter. Il a expiré lentement. Tu as fait un scandale. Non, ai-je dit d'une voix égale. C'est toi qui l'as fait. Il a basculé son poids d'une jambe sur l'autre. Je plaisantais, et tu le sais. Quelques clients à proximité ont jeté un coup d'œil, sentant la tension, mais sans en comprendre la cause. Tu as détruit notre mariage, a-t-il dit doucement. J'ai empêché un mariage, ai-je corrigé. Il m'a observé pendant un long moment. Tu te crois plus forte maintenant? J'ai soutenu son regard sans ciller. Je sais que je le suis. Cela a semblé l'irriter plus que de la colère ne l'aurait fait. Il s'est légèrement penché vers moi, baissant la voix. Tu regretteras d'avoir tourné le dos à la stabilité. J'ai failli sourire. Une stabilité sans respect n'est pas de la stabilité, ai-je répondu. C'est du contrôle. Il s'est redressé. Pendant un instant, j'ai cru qu'il allait argumenter davantage. Au lieu de cela, il a ajusté ses boutons de manchette, une vieille habitude nerveuse, et a dit, tu aurais pu gérer ça en privé. Je l'ai géré avec honnêteté, ai-je répondu. Puis j'ai rassemblé mes affaires et suis passé devant lui. Il ne m'a pas suivi. Il ne m'a pas interpellé. Il est juste resté là, impeccable, posé, et soudain hors de propos. Plus tard dans la soirée, j'ai reçu un dernier message de lui. J'espère que tu trouveras ce que tu cherches. Je l'ai fixé longuement avant de l'effacer, parce que ce que je cherchais n'était pas un homme. C'était une valeur. Et j'avais déjà trouvé le courage de l'exiger. Dans les semaines qui ont suivi, les rumeurs se sont estompées. L'histoire a cessé d'être un potin dramatique pour devenir quelque chose de plus profond, une leçon. Quand je suis retourné au tribunal, plaidant pour une femme demandant une ordonnance de protection contre la coercition émotionnelle dans son mariage, elle m'a demandé doucement, comment avez-vous su qu'il était temps de partir? J'ai fait une pause. Il ne s'agissait pas de partir, ai-je dit. Il s'agissait de refuser de rester petite. Et en le disant, j'ai réalisé quelque chose de profond. Les applaudissements ce soir-là, hésitant d'abord, puis nourris, n'étaient pas pour le drame. Ils étaient pour la clarté. La clarté de dire, je n'ai pas la chance d'être choisi. Je suis digne d'être respecté. Et cette différence change absolument tout. Un an après ce mariage qui n'a jamais légalement existé, je me tenais dans une autre pièce blanche. Pas une salle de bal, mais un tribunal. Les néons n'avaient rien de romantique. Les bancs n'étaient pas décorés d'orchidées. Aucun violon ne jouait en fond sonore. Mais l'air y était empreint de vérité. Je représentais une femme prénommée Sophie, qui avait passé 12 ans à croire qu'elle était trop sensible, trop émotive, trop exigeante. Son mari ne criait jamais, ne faisait jamais de scandale. Il se contentait de la corriger, de la recadrer, de lui rappeler la chance qu'elle avait de l'avoir. Lorsqu'elle s'est assise en face de moi pour la première fois, elle a dit d'une toute petite voix, « Je crois que je réagis de manière excessive. » Je connaissais cette phrase. J'avais vécu enfermé dedans. Vous ne surréagissez pas, lui ai-je dit doucement. Vous remarquez les choses. Il y a une différence. Alors que je me tenais à ses côtés au tribunal cet après-midi-là, présentant des preuves de manipulation financière et de coercition émotionnelle, aucune violence physique, juste des schémas de comportement, et j'ai pensé à mon propre registre de mariage non signé. Au moment où j'ai choisi de ne pas signer, au moment où je me suis choisi moi-même. Après l'audience, Sophie m'a serré la main. Je ne sais pas comment faire pour être courageuse comme ça, a-t-elle dit. J'ai souri. Le courage ne ressemble pas à du courage quand on est en train de le vivre. C'est juste terrifiant. Elle a hoché la tête. Mais ça apporte la paix plus tard, ai-je ajouté. Et c'était la vérité. L'année n'avait pas été de tout repos. Il y avait eu des moments de doute, des soirées calmes où je me demandais ce que les gens pensaient vraiment. Des occasions où je me rendais seul à des événements et remarquais le subtil changement dans la façon dont les couples me regardaient. Il y avait aussi de nouveaux départs. J'ai publié un article dans une revue juridique sur la domination émotionnelle dans les relations de haut niveau, celle qui semble si parfaite de l'extérieur. Il a eu plus d'écho que je ne l'espérais. Des femmes m'ont écrit. Des hommes m'ont écrit. Pas à propos de mariage. À propos de mots. À propos de schémas invisibles. À propos du fait de se sentir rabaissé.
le nom de Maxime a fini par disparaître des conversations. Son cabinet s'est restructuré. Il a déménagé dans une autre ville. Le récit qu'il contrôlait autrefois s'est dissous dans la banalité. Je ne le déteste pas. Je ne pense même pas souvent à lui, car l'histoire n'a jamais vraiment été à propos de lui. Elle parlait de moi, réalisant que le respect n'est pas négociable. Le jour de l'anniversaire de cette fameuse nuit, Chloé a insisté pour que nous fêtions ça. Le jour de la liberté, l'a-t-elle appelé. Nous nous sommes retrouvés sur le toit-terrasse d'un restaurant surplombant la même scène où ma réception avait eu lieu. Des regrets, a-t-elle demandé en levant son verre. J'y ai réfléchi attentivement. Je regrette de ne pas m'être écouté plus tôt, ai-je dit, mais d'être parti? Jamais. Alors que le soleil se couchait derrière la ligne d'horizon, j'ai ressenti quelque chose de solide en moi, ni de la colère, ni du triomphe, juste une confiance ancrée. J'avais cru autrefois que la force signifiait endurer, rester, tolérer, s'adapter. Aujourd'hui, je comprenais quelque chose de bien plus profond. La force, parfois, c'est d'interrompre la cérémonie. C'est de refuser de signer. C'est de choisir la dignité plutôt que les apparences. Et l'amour, le vrai, n'exige pas de la gratitude pour un respect de base. Il exige l'égalité. Alors, si vous écoutez cette histoire et que quelque chose en vous vous semble familier, une remarque balayée d'un revers de main, une blague qui a fait mal, un moment où vous vous êtes senti plus petit que vous n'auriez dû, faites une pause. Faites attention. Vous n'avez pas besoin d'attendre d'être dans une salle de bal pleine de témoins pour vous réapproprier votre vie. Vous n'avez pas besoin de 200 invités pour valider votre lucidité. Vous n'avez besoin que d'un seul instant d'honnêteté envers vous-même. Ce soir-là, je suis parti dans ma robe blanche, non pas parce que j'étais faible, mais parce que je n'étais finalement plus disposé à être reconnaissante pour moins que ce que je méritais. Et ce choix? Il n'a pas mis fin à ma vie. Il l'a fait commencer.